sonne 20h sur la télévision togolaise, l'heure du journal, dont voici les titres. À Marrakech, au Maroc, l'Afrique plaide pour une justice climatique. En marge de la COP22, le président Faure Esozimna Gnazingbe et plusieurs de ses pairs africains ont pris part ce mercredi à un sommet africain de l'action pour ensemble penser à dessiner une Afrique résiliente au changement climatique. Depuis juillet dernier que les travaux de construction du futur siège de l'Assemblée nationale ont démarré, on peut dire qu'ils ont été exécutés à plus de 23% à ce mois de novembre. Et d'après le constat du président de l'Assemblée nationale, les délais seront respectés à coup sûr. Et puis, ne vend des médicaments vétérinaires qui veut. Il faut en être un professionnel. Et c'est ce qu'ont appris à leur dépens les vendeurs illégaux de médicaments destinés aux animaux sur les marchés de Tablibo et Agbelouvé ce mercredi. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Esozimna Gnazingbe, est toujours à Marrakech, au Maroc, où il prend part à la COP22 sur le climat. Et ce mercredi, c'est ensemble avec ses pairs du continent qu'ils ont tenu un sommet africain de l'action. Une rencontre restreinte pour définir les intérêts de l'Afrique face au réchauffement. Le président de la République a par la suite pris part, toujours ce mercredi, à la conférence sur la mise en œuvre de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Une initiative lancée à l'occasion de la COP21 à Paris l'année dernière et qui vise à permettre l'atteinte d'une production de 10 gigawatts de nouvelles énergies renouvelables d'ici à 2020 et mobiliser les ressources potentielles en vue de produire 300 gigawatts d'énergie d'ici à 2030. Et l'initiative aidera également les pays africains à mettre en place des stratégies de développement à faibles émissions de carbone tout en créant des emplois et améliorant la sécurité énergétique et en apportant de l'énergie propre, surtout et abordable aux 640 millions d'Africains qui en sont actuellement dépourvus. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir ce mercredi de ce séjour en terre marocaine du chef de l'État. Nous reviendrons sur d'autres aspects dans nos prochaines éditions. Je vous le disais également en titre, il faut un siège digne de ce nom au Parlement togolais. Et l'idée est même en cours de réalisation depuis 5 mois déjà. Et ce matin, le président de l'institution, Dama Dramani, et plusieurs personnalités se sont rendus sur le site du futur siège. Et déjà, les travaux sont réalisés à plus de 23%. Augustin Kossi. Quelques mois après sa dernière visite sur le site du nouveau siège de l'Assemblée nationale, le président Dama Dramani y retourne pour vérifier l'état d'avancement des travaux. Le taux de réalisation est estimé à 23,4% contre un délai consommé de 15,97%. Cet immeuble, fruit de la coopération sino-togolaise, sera construit sur une superficie de 8,9 hectares avec un montant total de 10 milliards 267 240 000 francs CFA. Avec son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, je suis profondément impressionné par la rapidité et l'efficacité du travail de près de 200 de techniciens et des ouvriers togolais et chinois. Vous voyez, le travail avance très bien avec les efforts conjoints de deux parties. Le site est composé de 3 blocs comprenant une grande salle de plénière, un hall de réunion, des bureaux, une galerie et des passerelles. Selon la société chinoise CNTC en charge des réalisations, tout va bien. Le contrôle des matériaux et le suivi des travaux s'effectuent conjointement par un cabinet commis par le Parlement et le ministère des Travaux publics. Certains matériaux, quand on analyse, on demande qu'on revoie la qualité et le message passe. Donc il n'y a pas de difficulté particulière dans le cadre de cette coopération. Après le tour des différents compartiments du chantier, le président de l'Assemblée nationale livre ses impressions. À chaque fois que j'arrive, je vois que le chantier pousse de jour en jour. Parce que les Chinois, et c'est ce qu'il faut reconnaître et saluer,
travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la semaine. Donc, ils sont à un niveau d'avancement des travaux qui dépasse les prévisions. Et c'est ce que l'Assemblée nationale salue et tient à remercier son excellent ambassadeur de Chine qui nous accompagne dans le suivi. Il faut rappeler ici que le démarrage de ce chantier, nous le devons à son excellence, Monsieur le Président de la République. Il a mis toute son autorité et sa diplomatie en œuvre pour obtenir le démarrage du chantier, et c'est ce qui est important. Le délai de livraison du chantier arrive à échéance en juillet 2018. D'ici là, les différents ingénieurs, ouvriers et techniciens s'activent pour faire effectivement de cette infrastructure un nouveau symbole de la coopération sino-togolaise. Les professionnels de l'information documentaire du ministère de l'Enseignement supérieur sont en formation à Lomé. Il est question de les outiller pour de meilleurs traitements, conservation, archivage et surtout numérisation des documents. Les précisions avec Essora Théouté. Difficile d'être archiviste, bibliothécaire et documentaliste dans nos pays. L'étude diagnostique menée en 2009 sur la gestion, la conservation et l'archivage des documents administratifs au Togo laisse découvrir des failles pour lesquelles une politique du livre est mise en place pour y remédier. D'où la présente session de renforcement des capacités des professionnels de l'information documentaire. L'atelier a pour objectif de renforcer leurs capacités en matière maintenant de la gestion électronique des documents et les techniques de classement. Traditionnellement, la communication et la gestion des documents est manuelle. Maintenant, on voudrait maintenant aller, n'est-ce pas, à l'heure du numérique en renforçant, n'est-ce pas, les capacités de nos agents. Des efforts en vue de la modernisation des secteurs de l'administration et de leur mise en réseau sont en cours, en témoigne le e-gouvernement. Un accès à la culture, de mon point de vue, on sous-estime beaucoup dans les politiques de développement la dimension culturelle. Et donc, ce qui est très important, c'est de construire des institutions. Et peut-être que nos politiques de développement, les politiques d'aide publique au développement n'ont pas assez pris en compte cette dimension qu'il était nécessaire de construire des États. Vous savez, en Europe, la plupart des États européens consacrent la moitié de leur produit intérieur brut à des dépenses publiques, justement pour permettre aux gens d'étudier, de se développer, de s'épanouir et donc de participer, de contribuer à la stabilité du pays. Et je pense que ça revient chaque fois. Il ne peut pas y avoir de cohésion sociale, c'est-à-dire de cohabitation pacifique entre les différentes couches de la population s'il n'y a pas des États qui assurent l'égalité de chance plus la justice sociale. Il y a une grande nuance. L'égalité de chance, si vous accordez l'égalité de chance à tout le monde, après un certain temps, les plus forts vont écraser les plus faibles quand même. Donc la justice sociale est un correctif par rapport, je dirais, à la nature du destin des gens. On ne naît pas tous égaux, donc il faut nécessairement que la puissance publique corrige quelque part cette inégalité. Et nous avons eu des débats extrêmement fructueux autour de tout ça. En plus, on a par exemple abordé la question de l'allocation universelle. Je sais que le Togo est en pointe sur ce sujet-là, puisqu'il y a des expériences qui se font, puisqu'on choisit des publics cibles, et on aide notamment les mamans et les femmes pour leur permettre, en leur donnant une allocation universelle, pour leur permettre justement d'avoir un minimum pour élever leurs enfants. J'ai d'ailleurs été très frappé, et mes collègues parlementaires européens aussi, de voir à quel point le Togo fait des progrès considérables et où il y a une véritable volonté, par exemple, jusqu'à l'obsession de travailler en faveur des jeunes, de l'accès des jeunes à des emplois, à la formation professionnelle, formation au métier, etc. Donc je pense que nous avons été très, très favorablement impressionnés par la dynamique de progrès que l'on sent ici et la volonté aussi de tous les responsables, absolument de toutes les autorités qu'on a rencontrées, de faire progresser très rapidement le Togo. L'accueil était chaleureux, absolument remarquable. Toutes les personnes que nous avons rencontrées, que ce soit les autorités politiques, que ce soit les personnes qui nous ont aidés à travailler ici, ont été vraiment modernes, ouverts,
très progressiste, extrêmement gentil. L'accueil togolais, c'est magnifique. Voilà donc pour l'essentiel des travaux de la 11e conférence de l'ALDEPAC. Les activités inscrites au programme de la Journée mondiale de l'habitat au Togo se sont achevées ce samedi. Les acteurs de l'urbanisme ont éclairé l'opinion publique sur les principaux axes de la politique du logement, les perspectives d'avenir en ce qui concerne le projet Cité Mopopo et la procédure d'acquisition des logements sociaux. Les opérateurs économiques seront impliqués davantage dans ce projet pour permettre à chaque citoyen de disposer d'un logement décent à un prix abordable. Dodo Ware, Antoinette Oumao, Vovor. Le thème de la 31e édition de la Journée mondiale de l'habitat, le logement d'abord, a permis aux acteurs à tous les niveaux de relever le rôle indéniable que joue le logement dans l'amélioration du bien-être de l'homme. Notaires, banquiers, assureurs, tous partenaires du projet Cité Mopopo ont rappelé les avantages et les biens fondés du dit projet. La première garantie que nous offrons en ce qui concerne les immeubles ici, c'est les incendies. Et en dehors de cela, il y a les risques de vol également et les dégâts des eaux que nous couvrons spécialement dans le cadre de ce projet. Ça a été conçu de manière spéciale à tarif réduit pour permettre à tout le monde d'avoir ce contrat. Face à la demande croissante en matière de logement, ce projet, initialement conçu pour les cadres moyens, est désormais ouvert à toute la population togolaise. Fini pour vous les difficultés que vous éprouvez pour accéder à un logement décent et à prix abordable. J'invite également les propriétaires terriens à collaborer pour le succès de ce projet. Dans les prochains jours, le ministère de l'Urbanisme va signer un protocole d'accord avec les banques, les assurances et les notaires engagés dans le projet pilote de la construction de 540 logements sociaux. La rencontre régionale des agents des administrations douanières tenue à Lomé a connu son épilogue vendredi. Il était question au cours de cette session de réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour lutter contre le trafic illicite des espèces protégées dans la sous-région. Viviane Souvi, Esther Laclé. Les agents des administrations douanières ont exploré des pistes de solutions à Lomé pour protéger et sauvegarder les espèces de la flore et de la faune. À travers ces enquêtes de la Convention internationale sur le commerce d'espèces en danger de flore et de faune sauvage, CITEC, les acteurs de l'administration douanière ont mesuré l'ampleur du phénomène. Ils s'engagent donc à mener des actions en synergie pour l'éradiquer. Nous sommes dans une région où pratiquement nos frontières sont quasi poreuses. Et elles sont toutes, en fait, la quasi-totalité, ce sont des frontières conventionnelles. Si nous ne mettons pas nos efforts ensemble, si nous ne conjuguons pas ces efforts, pratiquement il serait difficile pour nous de vaincre aussi, surtout dans ces domaines précis, de protéger nos populations, nos animaux, qui sont en train de disparaître. 9 pays de la sous-région, dont le Togo, ont pris part à cette rencontre. Les participants ont été alors appelés à jouer leur partition dans cette lutte en partageant les acquis de cette formation dans leurs pays respectifs. Vulgarisation des guides de planification. Une mission est en tournée à l'intérieur du pays. À ce propos, il s'agit pour cette mission d'échanger avec les acteurs régionaux sur les articulations possibles de ces documents pour améliorer les conditions de vie des populations. Nestor Mouzou. Le Togo prépare la politique nationale de développement PND quinquennale 2018-2022, de même que la vision 2030. Dans ces deux processus, le ministère de la Planification du Développement a opté pour une démarche inclusive. Une délégation a été mise sur pied pour faire le tour des régions afin de rencontrer les acteurs de développement de ces régions et partager avec eux le contenu des guides qui mettent en relief les instruments de planification, de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi-évaluation. Il s'agit aussi de recueillir les avis de ces acteurs en vue d'enrichir les différents documents en cours d'élaboration.
Cette rencontre constitue la consultation au niveau de la région de la Kara. En 2006, le Togo a relancé sa planification à travers l'élaboration de la stratégie nationale de développement à long terme basée sur les OND, le DSP intérimaire qui a permis le Togo à organiser une table ronde à Bruxelles et dont les résultats étaient l'annonce des partenaires de reprendre la coopération avec notre pays. Nous avons également élaboré le DSP complet qui, avec sa mise en œuvre, le Togo a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Aujourd'hui, nous sommes avec la SCAP, qui est le document fédérateur de toutes les actions prioritaires du pays. La fédération de toutes les politiques publiques va finir en 2017. Alors, ces guides retracent notre histoire récente en matière de regain de la planification, puisque de ces outils, nous tirerons des démarches pour l'élaboration de la vision du PND. Le gouvernement togolais a pris des engagements vis-à-vis de l'extérieur, notamment celui d'intégrer les objectifs de développement durable dans ses outils de planification. C'est dans cet esprit aussi que le département en charge de la planification a voulu aussi échanger avec les acteurs régionaux sur les articulations possibles de manière à mieux se hisser sur la voie de l'émergence en 2030 en améliorant les conditions de vie des populations et en accélérant la croissance durable. Le point des travaux de préparation de la mise en œuvre du projet RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo a été fait. Les résultats sont satisfaisants selon les acteurs impliqués. Cette rencontre a un lien avec la 3e phase d'appui de la Banque mondiale au Togo. Des précisions avec Komu Poyode. Cet appui de la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo RED+, est à sa 3e phase. Et pour honorer cet engagement, des échanges sur l'état d'avancement du dit projet s'avèrent nécessaires. Nous avons pu lancer officiellement le processus RED+, le 25 octobre 2015. Nous avons poursuivi avec le lancement dans les régions. Et nous avons entrepris des campagnes d'information à l'endroit des différents acteurs clés, comme les femmes, la chefferie traditionnelle, les ONG et le Conseil national de la jeunesse, pour les permettre de s'organiser et de participer de façon coordonnée et concertée dans le cadre de ce processus RED+. Nous avons également aidé à la mise en place de 25 commissions préfectorales de développement durable, auxquels s'ajoutent les 10 autres qui ont été installés par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, ce qui porte le nombre à 35. Satisfait aussi du côté des représentants de la Banque mondiale qui saluent les efforts des autorités togolaises en vue de l'aboutissement heureux de RED+ au Togo. Je peux dire qu'après 2 ans de mise en œuvre, le projet a quand même pu réaliser certaines activités phares. C'est-à-dire certaines activités de base qu'il faut nécessairement faire avant de démarrer réellement, si je peux me permettre de dire ainsi. Ce que je pourrais dire, un peu d'inquiétude, c'est le niveau de décaissement, le taux de décaissement que nous appelons généralement, qui est très faible après 2 ans. Pour cette 3e phase d'appui de la Banque mondiale, 3,8 millions de dollars, soit près de 2 milliards de francs CFA, sont alloués à RED+ Togo pour une durée de 4 ans. Togo Environnement Propre et le ministère en charge de la communication mutualisent leurs efforts pour encourager la salubrité publique. Des messages bien conçus ont été postés en ville sur des panneaux. La sensibilisation de masse a débuté ce vendredi dans le quartier Anoukopé à Lomé. Christine Pétcheki-Aloudé. La brigade de veille environnementale en action pour un Togo toujours propre. Après le sommet sur la sécurité maritime, Lomé doit garder son attrait. Togo Environnement Propre, avec le soutien du ministère en charge de la formation civique, a implanté des panneaux éducatifs à travers Lomé et ses agglomérations. Les brigadiers sont aussi là pour sensibiliser sur les comportements exemplaires à adopter. Les autorités ont mis beaucoup de moyens pour que la capitale soit bien assainie. Et après ce sommet, nous avons constaté encore des actes inciviques, d'où ce partenariat entre le ministère de la Communication
avec la brigade de veille environnementale pour le lancement de cette campagne massive. C'est pourquoi vous allez voir ces panneaux un peu partout en ville qui passent beaucoup de messages. Lomé a bien retrouvé sa beauté après le sommet et l'un des acquis à conserver et à sauvegarder est bien sa propriété. Il faut maintenir le cap selon la BVE. Certains citoyens sont d'ailleurs conscients des actes inciviques qui risquent de saper les efforts fournis. Venons ici, alors sur le moto, et on chasse. Après avoir bu de l'eau dans un sachet, ce n'est pas du tout conseillé de le laisser dans la rue, ce que font bon nombre de nos collègues. Notre vie doit rester toujours propre. La brigade de veille environnementale, bras opérationnel de l'ONG Togo Environnement Propre, va poursuivre cette sensibilisation de proximité sur l'ensemble du territoire national. Les bonnes relations de coopération entre l'Allemagne et le Togo se manifestent encore avec la réhabilitation du centre médico-social, la maternité Anaki Est et le dispensaire d'Ogaro dans la préfecture de Pendial-Ouest. C'est un projet initié par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Étienne Barriché. Ces ouvrages ont été remis officiellement aux bénéficiaires par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Christophe Sander, pour une meilleure prise en charge des patients. Désiré Aloy. C'est un besoin pressant aujourd'hui matérialisé. Le centre médico-social et la maternité de Naki Est, un cadre entièrement réhabilité. Les prestations de soins ici seront améliorées. Une rénovation accompagnée d'un équipement médico-technique. À Ogaro, 9 km un peu plus à l'est, l'unité de soins périphérique de la localité, équipée de plaques solaires, a retrouvé aussi son éclat. Des actions fruits de la coopération germano-togolaise, appréciées par les populations. Ça me donne le sentiment du devoir accompli. Mais je dois avant tout témoigner ma gratitude à l'ambassadeur d'Allemagne qui a bien voulu financer les travaux. Nous, étant les élus locaux, nous devons de mettre la main à la pâte afin que la santé des populations togolaises soit améliorée et afin d'accompagner le chef d'État dans cette si délicate mais si noble mission qui est de tracer la voie de l'émergence au Togo. Pour l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, toute la population togolaise doit jouir des fruits de la coopération décentralisée de la République sœur d'Allemagne. Je suis fier comme ambassadeur d'Allemagne que nous avons pu travailler avec une initiative locale sous la guidance de monsieur le député pour récupérer cette dispensaire. Et nous avons conclu que la coopération allemande va aller aussi au nord du pays. Et donc la coopération allemande va couvrir maintenant aussi les régions de la Kara et des savanes. Un sourire retrouvé des populations grâce à l'honorable Étienne Baritier de l'UNIR, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, initiateur du projet pour contribuer à sortir les populations à la base de l'état de pauvreté. Ceci afin d'accompagner le chef de l'État dans son programme social et tendre vers les objectifs des ODD. Les violences faites aux femmes évoquées dans les discussions, les enseignants volontaires ont suivi une formation dans ce sens. Ils serviront ensuite de relais auprès des élèves dans les différents établissements scolaires. Yves Agbevivi. Il s'agit au cours de cette formation d'exposer un outil de prévention qui a pour objectif de donner aux jeunes de 5 à 25 ans les compétences pour pouvoir dénoncer et rejeter les stéréotypes sexo-spécifiques afin d'agir pour la promotion des relations saines et dire non à la violence. Durant 3 jours, ces enseignants volontaires vont acquérir des principes qu'ils vont transmettre à leur tour à leurs étudiants en vue d'un changement de comportement. Une formation initiée par le programme des volontaires des Nations Unies au Togo en collaboration avec l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVE. Nous pensons que le fait que ce soit des enseignants volontaires qui dispensent ces formations à leurs élèves et à la communauté va influer un changement de comportement et en particulier auprès des jeunes filles et des femmes. Au cours de cet atelier, ils vont discuter des violences basées sur le genre, de la différence entre sexe et genre, des différents moyens de lutter contre la violence, des techniques de plaidoyer, des différentes formes de discrimination qui peuvent avoir lieu à l'encontre des filles et des jeunes femmes. Tout ça pour améliorer la prise en compte des filles et des jeunes femmes, non seulement au sein de l'éducation, mais au sein de la communauté en général.
La formation a réuni une quarantaine d'enseignants volontaires avec l'appui de Peace Corps. Ce projet dénommé « Des voix contre la violence » prévoit former 500 enseignants volontaires dans les 5 régions du pays. L'Université de Kara, à travers la faculté des lettres et sciences humaines, dispose désormais d'une revue. Elle paraîtra chaque 6 mois. Le premier numéro vient d'être publié. Nestor Moussou. Longbou ou le grenier du savoir. C'est désormais la vitrine de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kara. Tout article scientifique rédigé par un acteur de cette institution peut être publié dans cette revue Longbou. L'Université de Kara, à la quête d'une renommée, est donc sur un bon élan. On ne peut pas concevoir une université sans une revue, parce que c'est par ce canal que l'université, qui est un haut lieu de production du savoir, diffuse ce savoir. Donc c'est un canal, la revue c'est un canal de diffusion des connaissances produites par l'université, par des chercheurs, afin qu'elles puissent contribuer au développement des nations et des peuples. Longbou se veut une revue scientifique et comme telle, elle doit obéir à un certain nombre de caractéristiques. Pour qu'une revue soit qualifiée de revue scientifique, il faut que le comité de rédaction qui reçoit les tests et les publie s'assure que les tests qui ont été envoyés au comité de lecture, c'est-à-dire les gens qui lisent les tests, regardent pour voir si dans le domaine choisi les tests répondent justement à la scientificité qu'ils ont évoquée. Si ces règles sont respectées, effectivement les tests sont publiés. La Flèche, faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kara, qui a initié cette revue, compte actuellement 14 enseignants de rang magistral et consomme une très grande partie du budget de cette institution. Eu égard à cela, la Flèche entend jouer son rôle à fond. C'est à travers les activités de ce genre qu'on montre qu'on a une université mûre. Donc je pense que c'est une activité qui va continuer et les enseignants vont toujours se donner à fond pour pouvoir mériter ce titre d'enseignant de rang A, de maître de conférence, de professeur, à travers les évaluations, à travers la censure qu'ils font pour la revue. Le premier numéro de Longbou comprend 29 articles. 15 sont consacrés aux sciences de l'homme et de la société et 14 aux lettres et langues. La périodicité de la revue est de 6 mois. La BOA, la Bank of Africa, a offert des kits scolaires aux élèves démunis de l'inspection à Gwendivé Est, un geste de générosité pour accompagner ses élèves en cette rentrée scolaire. Ceci après l'ouverture de sa 9e agence. Des précisions avec Essoram Théo. Le partage des bénéfices est le leitmotiv de la Bank of Africa, BOA, depuis ses 3 ans d'existence au Togo. Elle a déjà à son actif 9 agences et à mesure qu'elle s'enracine, elle étend ses œuvres citoyennes. Cette année, on est à l'école publique d'Agoué suite à l'ouverture de la 9e agence de Bank of Africa Togo à Agoué. La Bank of Africa est certes une banque commerciale, mais elle est surtout une banque citoyenne qui œuvre au bien-être de la communauté dans les localités où elle se trouve, dans le développement durable des communautés de nos villes. Et c'est dans cette lancée qu'avec la rentrée scolaire, on se devait d'orienter le geste symbolique vers la communauté de l'école publique d'Agoué-Nié-Est. C'est 1654 lots de cahiers, ardoises et stylos qui seront distribués aux plus démunis. On a compris dans la communauté, il y a 44 écoles publiques et 66 écoles privées. Et les plus démunis ne sont pas spécialement dans cette école-là aujourd'hui, sont plus loin. Et l'inspecteur, avec le représentant du ministre de l'Éducation primaire, nous a assuré de faire la distribution. Au-delà de cette philanthropie, il y avait des offres de produits de la BOA pour les prospects. Nous avons des produits pour les fonctionnaires qui s'appelle le pack fonctionnariat, qui est un compte avec 10 avantages. Et ça veut dire que vous avez un coût unique de 2000 francs et vous avez les 10 avantages. Nous avons les salariés du privé qui bénéficient du pack salariat. Nous avons le pack Mon Business, ça c'est pour faire un clin d'œil à ceux qui sont dans l'informel. Un compte avec 4 avantages à 500 francs le mois et nous avons maintenant les livrets d'épargne. Fonctionnaires que vous êtes, on vous invite vraiment à venir chez nous. On a un produit adapté pour assurer les opérations de tous les jours, produit appelé Prêt Ma Maison, avec les meilleures conditions
qui puisse vous assurer avoir un logement. Les responsables de la BOA ont soutenu les manifestations de la journée du 8 mars et certaines activités de l'université et espèrent contribuer ainsi au développement du pays. Au nombre des universités privées d'enseignement reconnues par l'État togolais, l'ESA, l'École supérieure des affaires dans le domaine de la formation depuis 6 ans, cette école d'enseignement supérieur présente plusieurs filières selon la demande du marché de l'emploi. Et voyons toutes ces innovations introduites dans cette école dans ce reportage réalisé par Luc Assi. L'École nationale des affaires ESA à la pointe de l'innovation pour offrir une formation de qualité aux apprenants. Certifiée ISO 9001, l'école dispose aujourd'hui de plus de 33 filières en BTS, licence et master. Et une dizaine innovante est introduite cette année pour répondre à la demande du marché de l'emploi. Les professeurs, ils sont de très bons professeurs, ils donnent de bons cours. Dans les salles de classe, il y a une certaine discipline. Nous sommes bien encadrés. En génie civil, ESA avait signé l'année passée un partenariat avec la CCL. C'est un centre de construction de logements. Donc pour les travaux pratiques, nous partons là. J'ai choisi ESA parce que ces diplômes sont reconnus à l'international. En venant à ESA, c'est quand tu as ton diplôme, tu peux facilement aller étudier dans une autre école à l'étranger. La formation, elle est professionnelle. Déjà, je me suis inscrite en première année, l'année passée, et moi-même, toute seule, je peux faire des spots publicitaires. Depuis 6 ans, corps enseignant, administratif et le directeur général de l'école sont tous dévoués à la réussite de leurs protégés que sont les étudiants. Et pour garantir l'employabilité de ces derniers, tous les diplômes, du moins la plupart, sont reconnus par le CAMES et l'État togolais. Cette année, ESA a été élue meilleure entreprise la plus dynamique, la plus innovante du secteur de la formation au Togo. Et nous avons aussi été honorés d'un prix qualité spéciale en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi le partenariat avec Abomey Calavi pour ceux qui veulent faire le doctorat. Nous avons aussi ceux qui veulent faire l'expertise comptable grâce à notre parcours Master Audit Contrôle Gestion qui permet sur titre de passer le DESCOGEF. Et en 2017, on va présenter nos premiers candidats à Abidjan, au centre d'Abidjan. Les étudiants ont le choix à l'ESA de faire le parcours BTS ou le parcours licence. À l'ESA, c'est le confort, un cadre somptueux et des professeurs assidus pour offrir les meilleures conditions de réussite aux apprenants. En témoigne la construction des immeubles de 9 niveaux à Agouenivé et de 8 niveaux à Super Taco. Musique pour terminer, la grande finale de la 3e saison Campus en live, c'était hier à Lomé et c'est Nathalie Habia qui a été couronnée reine du concours de musique interuniversitaire. Ils étaient au départ 207 candidats en lice. Gérard Lagoudou. Campus en live, une plateforme de promotion de l'art musical en milieu universitaire. La grande finale de cette 3e compétition a retenu 7 candidats sur 207 talents venus des universités publiques et privées du Togo. Ici sont représentés l'Université de Lomé, l'IST La Maîtrise, l'UICAO, l'ISM Adonai et l'IFGI. D'abord, les compositions musicales personnelles. Nationales, les promoteurs expriment leur satisfaction. Le résultat était là. Et j'ai vu que le public était ravi du spectacle. Et donc, nos artistes ont montré vraiment leur talent parce que moi, j'avais confiance en eux. Et je pense qu'ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Le ministre en charge de la culture a été honoré pour toutes ses actions en faveur de l'épanouissement de ces 3 secteurs d'activité. Il fallait remettre au goût du jour des métiers dont nous avons besoin, mais que tout le monde méprise jusqu'à présent. Et ce soir, c'est une belle revanche pour toutes les tresseuses, les couturières, les tailleurs et les coiffeuses. Aucun métier n'est saut, tous les métiers sont nobles et constituent à l'édification de la société. Un concours, 3 disciplines et 3 reines. Le Festival international de beauté s'impose comme un rendez-vous culturel instructif
appelé à valoriser ces 3 métiers et à les rendre pérennes dans le temps. Et les enfants qui s'essayent en art plastique à l'occasion du Festival international Kiré d'art tenu à Lomé, des tableaux peints par ces tout petits ont été exposés au public. Augustin Corsi. Ils sont une centaine d'enfants à être initiés en art plastique en 3 semaines à travers le pays. Et c'est ici qu'est exposée la crème de leur production. Des toiles qui évoquent l'enfance et les réalités africaines. J'ai dessiné un tata samba. J'aime les tata samba parce que je les ai fait pour me souvenir de ce que mes grands-parents ont fait dans le temps passé. Et je l'ai fait avec soin. J'ai dessiné le tableau. La calebasse sert à puiser de l'eau. Depuis l'ancien temps, nos parents sont toujours servis de la calebasse. J'ai fait la pollution. Voyez-vous ici, c'est la zone industrielle. Il y a les fumées dégagées qui polluent l'environnement. Nous luttons contre les méfaits de l'environnement. Le festival réunit aussi les œuvres d'art des enfants d'autres pays, sélectionne les meilleurs et les récompense. Il est dénommé Petite Main aujourd'hui, Grand Maître de demain. Chaque année, pendant les vacances scolaires, nous organisons les vacances utiles. Et pendant 3 semaines, les enfants qui ont choisi la connaissance des arts s'inscrivent à notre programme et ils suivent les matinées des ateliers d'art plastique. Et les après-midi, nous organisons les ateliers de peinture, de percussion traditionnelle et de danse africaine. L'objectif est de favoriser